Nous sommes en 2015, dans la ville de Münster, en Alsace. Plus précisément sur la place du marché. Là, au Moyen-Âge, s'élevait une abbaye dont peu d'éléments ont traversé les âges. Du moins, en apparence. Car sous le niveau du sol, c'est une autre histoire. En effet, le site abrite de nombreux vestiges, alors inexplorés. Des vestiges menacés de destruction. Car bientôt, la place sera le théâtre de grands travaux. Le conseil municipal s'est séparé du terrain au profit d'investisseurs privés qui prévoient de le réaménager et d'y construire un hôtel. Un projet ambitieux qui ne manquera pas de raser des couches archéologiques sur son passage, effaçant ainsi les dernières traces de l'histoire de l'abbaye. Heureusement, en France existe l'archéologie préventive qui permet de fouiller les sites menacés avant que les chantiers ne les détruisent. Ainsi, des fouilles sont prescrites en 2015 pour l'abbaye. Elles amèneront leur lot de découvertes captivantes, comme cette étrange sépulture dont on va tenter de percer le mystère. Fouiller une abbaye n'est pas une mince affaire, surtout quand elle remonte au 7e siècle et qu'elle a fonctionné pendant près de 1000 ans. Les vestiges sont nombreux, s'étalent sur une très large chronologie et témoignent d'époques très variées. Un véritable casse-tête pour les archéologues. Cette fondation, par exemple, est la plus ancienne du site. Il pourrait s'agir d'un bâtiment gallo-romain ou bien d'une partie du tout premier monastère installé au 7e siècle. Notre squelette au crâne scié étant plus tardif, continuons à avancer dans le temps. Avec cette fois 3 morceaux de mur qui, une fois assemblés, nous donnent une église primitive. Et oui, cette pièce, d'environ 20 mètres sur 10, était l'église du monastère au 8e siècle, l'un des plus anciens monuments chrétiens connus à ce jour en Alsace. On observe même une sorte d'empreinte sur le mortier qui pourrait être celle d'un autel. Y a-t-il des tombes pour cette période? Oui, et elles se concentrent à l'extérieur de l'église. Mais notre individu au crâne scié n'en fait pas partie. Alors poursuivons notre progression et faisons un bond de 400 ans jusqu'au XIIe siècle. Une nouvelle église a été bâtie par-dessus l'ancienne, avec cette fois une organisation plus complexe, qui restera à peu près la même jusqu'à la fin du Moyen-Âge. On y observe une nef flanquée de bas-côtés. Des bas-côtés ayant livré des sépultures. Ça peut paraître surprenant d'avoir des morts enterrés dans une église, mais au Moyen-Âge, c'était un véritable privilège. Car en plus de reposer en terre consacrée, qui plus est au cœur du sanctuaire, le défunt était censé bénéficier des prières et des offices célébrés juste au-dessus de sa tombe. Pour éviter les odeurs de décomposition, on avait recours à un stratagème assez intéressant. On recouvrait les cadavres de chaux vive. Autrement dit, de calcaire chauffé à très haute température. Ici, la chaux a d'ailleurs sculpté le corps du défunt, ainsi que son cercueil. Ces défunts enterrés dans l'église sont tous des adultes, et majoritairement des hommes. Et vous vous en doutez, ils avaient une place importante au sein de la société. Les textes d'époque révèlent que seuls les ecclésiastiques et les personnes ayant fait des dons substantiels à l'abbaye avaient le droit de reposer dans l'église. Cela étant dit, notre individu au crâne scié est-il l'un d'eux? Eh bien, toujours pas. Il est enterré à l'extérieur de l'église. En effet, sa tombe a été trouvée dans le cimetière abbatial, jouxtant le bas-côté nord. Là ont été enterrés des adultes, des enfants, des hommes, des femmes. Au total, 76 sépultures, du moins pour la portion qui a été fouillée. 76 sépultures datées du 15e au 18e siècle, une période englobant la fin du Moyen-Âge, la Renaissance et l'époque moderne. Ces sépultures sont celles des habitants de la ville, mais également celles des moines, puisque l'abbaye fonctionne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est justement du XVIIIe siècle qu'est datée notre surprenante découverte. Un homme adulte, au crâne soigneusement scié. Il est enterré tout à fait normalement, mais c'est le seul du site à avoir fait l'objet d'un tel traitement. Un traitement qu'on va tâcher d'expliquer en prenant un peu de recul. « 1985. En fouillant l'église des Cordeliers de Sens, Germaine de Pierre met au jour des crânes sciés, datés de la fin du Moyen-Âge. Elle s'intéresse au sujet et découvre 2 choses. D'une, le cas n'est pas isolé. De 2, la thématique n'a encore jamais été sérieusement étudiée. Qu'à cela ne tienne. 4 ans plus tard, elle publie aux côtés d'une autre archéologue le premier inventaire des crânes sciés de la fin du Moyen-Âge.
Et aussitôt, un détail attire leur attention. Les crânes ont été sciés d'une manière très particulière. La découpe est soignée. On a suivi tout le pourtour du crâne en faisant plusieurs reprises. Autrement dit, on a cherché à préserver le cerveau. 3 explications sont alors formulées. Hypothèse numéro 1. On a pratiqué une autopsie afin de déterminer les causes de la mort. Hypothèse numéro 2. Les corps ont été disséqués par des médecins qui cherchaient à parfaire leurs connaissances anatomiques. Quant à l'hypothèse numéro 3, c'est celle qui va rapidement s'imposer pour la plupart des cas médiévaux. J'ai nommé l'embaumement. Un sujet qui, vous allez voir, recèle quelques surprises. Au Moyen-Âge, certains défunts avaient le privilège d'être embaumés. C'est le cas par exemple du roi Louis XI, dont le crâne a été retrouvé scié. Et on se pose tous la même question, pourquoi scier les crânes? Pour le savoir, il faut nous intéresser de plus près à la pratique de l'embaumement. Elle est mentionnée depuis l'époque mérovingienne, au tout début du Moyen-Âge. Il peut s'agir de la simple application d'un baume composé d'aromates ou d'une préparation chirurgicale plus complexe. Une préparation que les chercheurs ont qualifiée d'embaumement interne. Le plus ancien qu'on connaisse au Moyen-Âge est celui de Charles II le Chauve. Mort en 877, ce petit-fils de Charlemagne a été embaumé à l'aide de vin et d'aromates, après qu'on lui retirait divers organes. Ainsi, le corps du roi put rester présentable le temps qu'on le transporte des Alpes, où il était décédé, à Saint-Denis, où il devait reposer. L'embaumement avait donc une utilité très pratique, retarder la décomposition d'un mort tant qu'il n'a pas été enterré. Mais au-delà de cet aspect pratique, l'embaumement était également perçu comme un hommage dont on connaît le mode opératoire. On prélevait les viscères des 3 ventres, abdomen, thorax et tête, en s'assurant pour la tête de bien pouvoir rabattre les chairs pour masquer la découpe si le corps devait être exposé, puis on insérait des poudres aromatiques à l'intérieur des chairs. Ces dernières étaient censées combattre le pourrissement et conférer au défunt une bonne odeur, afin de le rapprocher du royaume des cieux. Encens, myrrhe, aloès, des odeurs capables de traverser les siècles. Si vous ne me croyez pas, écoutez plutôt l'archéologue Marie-Pierre Ruat, qui relate l'ouverture d'une sépulture au château de Laval. La matière d'embaumement se présente sous la forme d'une masse compacte brun clair, poudreuse, à effluve plutôt agréable. L'odeur évoque un mélange d'encens, de bois résineux brûlé et une légère note poivrée pour certains, mentholée pour d'autres. Ce genre de poudre aromatique, on en a déjà retrouvé à l'intérieur des crânes sciés, à la place du cerveau, lequel a été soigneusement retiré en l'abîmant le moins possible. En effet, c'est un organe symbolique, au même titre que le cœur. D'ailleurs, à partir du XIIIe siècle, ces organes peuvent être répartis dans des sépultures différentes. On appelle ce phénomène le partage des organes. Et c'est un bon moyen de témoigner sa faveur envers plusieurs abbayes, en donnant son cœur à l'une, son corps à l'autre, etc. Cela étant dit, revenons à notre homme de Münster, avec une grosse question que je n'ai pas encore évoquée, mais qui est très importante. Peut-on être certain qu'il a été embaumé? Pour rappel, 2 autres hypothèses peuvent être proposées. Une autopsie pour déterminer les causes de la mort, ou une découpe anatomique. Le choix n'est pas simple, car après le XVIe siècle, plusieurs de ces hypothèses peuvent être vraies en même temps. Par exemple, l'embaumeur a pu profiter de l'ouverture déjà pratiquée pour une dissection médicale ou une autopsie. Dans notre cas, à Münster, des traces de découpe très spécifiques révèlent effectivement un embaumement. Ce qui nous amène à une grande question, pourquoi? Pourquoi un tel traitement? Pourquoi, au XVIIIe siècle, cet homme a-t-il été embaumé suivant un mode opératoire remontant au Moyen-Âge? En somme, qui était cet homme? Vous vous en doutez, notre homme n'est pas un roi. Si à l'origine l'embaumement par éviscération était vraisemblablement réservé à la royauté, il s'ouvre à partir du IXe siècle aux ecclésiastiques importants, aux aristocrates, aux grands dignitaires. Si bien qu'au XVe siècle, à la fin du Moyen-Âge, de nombreux personnages de premier plan y ont recours, comme par exemple Pierre Hasard, notaire royal, inhumé sous l'église de Maubec. Quant aux particuliers, il est difficile de dire s'ils y avaient accès et dans quelle proportion. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au XVIIe siècle, la demande était importante.
En effet, un chanoine de Bar-le-Duc, Antoine Morisson, critique fermement cette mode. Il recommande à ses contemporains de, je cite, « s'appliquer plutôt à embaumer leurs âmes avec le parfum des vertus, qui peuvent les rendre immortels, que d'essayer de garantir les corps du tribut qu'ils doivent à la corruption. » Il est possible que notre homme de Münster ait entendu certains discours similaires de son vivant, puisque c'est seulement quelques dizaines d'années plus tard qu'il décède, choisissant tout de même de se faire embaumer. Un embaumement tel que pratiqué au Moyen-Âge, car depuis, la technique n'a pas changé. Le mode opératoire n'évoluera que vers 1840 avec une innovation capitale, l'embaumement chimique. Un embaumement qui ne demandera plus de retirer les organes et qui permettra de laisser les corps intacts. Avant cette date, on retrouve des traces de prélèvement des organes, dont nos crânes sciés. Ainsi, sur la base des seuls faits archéologiques, il est difficile de dire qui, précisément, était l'homme de Münster. Pour ma part, je pense à quelqu'un qui devait avoir un certain statut ou au minimum une certaine prospérité financière. Par exemple, un bourgeois, car cette nouvelle clientèle a eu particulièrement recours à l'embaumement entre 1790 et 1840 pour diverses raisons, dont notamment l'égyptomanie ambiante. L'expédition de Bonaparte a en effet lancé une véritable fascination pour l'Égypte ancienne et avec elle ses spectaculaires embaumements. Un sujet qu'on abordera sans doute un jour sur cette chaîne. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et le commentaire qui sont très utiles pour le référencement, ça m'aide beaucoup, donc je vous en remercie du fond du cœur. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous recommander une chaîne YouTube. Elle s'appelle Boneless Archéologie et elle traite de sujets un petit peu similaires à cette vidéo en fait. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs grâce à Jennifer de la chaîne Boneless que j'ai pu écrire ce script, puisque l'embaumement de base c'est pas un sujet que je maîtrise. Elle m'a fourni une liste d'articles scientifiques à lire pour me faire une bonne documentation sur le sujet. Ça m'a beaucoup aidé. Et Jennifer, merci à toi. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, je pense que ça vous plaira. C'est des sujets assez similaires à l'embaumement et c'est très intéressant. Foncez vous abonner, je recommande. Sur ce, je vous fais des gros poutous comme d'habitude. C'était Thomas. Ciao!